En octobre 2025, une alliance née entre trois États sahéliens a renversé l'équilibre attendu. Alors que plus de 120 positions ennemies tombaient en moins de 48 heures, beaucoup persistés à croire que seule une intervention extérieure pouvait garantir la stabilité. Une contradiction que les faits ont brutalement démentie. Mais que signifie vraiment cette bascule pour chacun d'entre nous, surtout lorsque le rôle d'Ibrahim Traoré s'impose au centre du dispositif sahélien? Une région s'avance vers un nouveau cadre. L'alliance sahélienne formée autour de l'offensive d'octobre 2025 portait une promesse exigeante: prouver que la souveraineté locale pouvait devenir un levier concret plutôt qu'un idéal lointain. Cette promesse reposait sur un principe simple: reprendre le contrôle de son propre terrain. Mais sa mise en œuvre nécessitait coordination, discipline et une endurance rarement réunies dans la région. Les populations du Burkina Faso, du Mali et du Niger voyaient dans cette dynamique la possibilité d'un renouveau qui dépasserait la seule dimension militaire. Le risque, lui, était à la hauteur de l'ambition. Si la stratégie échouait, elle aurait confirmé les doutes de ceux qui jugent le Sahel incapable d'agir seul. Mais les premiers signaux, portés par la vitesse d'exécution et l'efficacité observée, ont dévoilé une alternative crédible au modèle importé. Et si cette réussite initiale n'était qu'un début, plutôt qu'une exception? Ainsi, les enjeux n'étaient pas uniquement stratégiques. Ils redéfinissaient la manière dont le Sahel se percevait, se racontait et se projetait dans les mois à venir. La révélation est survenue dès les premières heures du 2 octobre 2025. L'Alliance sahélienne n'a pas seulement répondu à une attaque, elle a pris l'initiative. Et cette initiative s'est matérialisée par une efficacité fulgurante. Plus de 120 positions neutralisées en moins de 48 heures. Un rythme que peu d'observateurs jugeaient possible. Ce résultat mettait en lumière un élément inattendu: la capacité d'anticipation du dispositif conduit par Ibrahim Traoré. Loin des opérations dépendantes de mandats extérieurs, la stratégie reposait sur une coordination locale qui privilégiait la rapidité, la compréhension du terrain et la suppression des délais diplomatiques. Le Sahel, longtemps habitué aux interventions qui prenaient des semaines, ce qui se menait à se structurer, démontrait qu'une approche enracinée dans la région pouvait réduire les temps de réaction d'un facteur proche de 4. Ce tournant s'inscrivait dans un contexte marqué par des décennies de tentatives internationales. Les villages et les villages en ruine, les frontières sporeuses et les déplacements massifs avaient façonné une région habituée à l'incertitude. La rupture ne venait donc pas seulement d'un succès militaire, mais d'un changement de posture. Le Sahel cessait d'attendre l'action extérieure pour redevenir acteur de sa propre sécurité. L'un des moteurs de cette dynamique se trouvait dans la technologie locale. Les drones construits à Niamey et Bamako, les réseaux de communication interne et les systèmes d'observation adaptés au terrain sahélien témoignaient d'une montée en compétences progressive. Ces outils, encore expérimentaux quelques années plus tôt, devenaient des leviers opérationnels capables d'appuyer une stratégie cohérente. Ainsi, là dans une forme de révélation discrète du 2 octobre, ne résidait pas uniquement dans la vitesse de l'offensive, mais dans la démonstration calme d'un modèle alternatif. Une région qui, en s'appuyant sur ses propres ressources, retrouvait la capacité d'agir, de décider et d'anticiper. Au lendemain de l'offensive, 2 scènes précises ont permis de mesurer l'effet immédiat du nouveau cadre stratégique. Dans un avant-poste proche de la frontière nigérienne, un officier malien a décrit comment son unité, longtemps dépendante d'intermédiaires extérieurs, recevait désormais des informations en temps réel grâce aux réseaux locaux. Les données n'étaient pas parfaites, mais elles suffisaient pour réorienter une patrouille, sécuriser un hameau menacé et éviter une embuscade imminente.
Ce premier microcase montrait qu'un changement structurel se traduisait déjà par des actions concrètes sur le terrain. À plusieurs centaines de kilomètres, une équipe burkinabé observait une mutation similaire. Les mouvements ennemis, auparavant détectés avec retard, devenaient visibles grâce aux capteurs régionaux. La réponse ne se comptait plus en heures perdues, mais en minutes efficaces. Le sentiment de vulnérabilité, présent depuis des années, commençait à reculer sous l'effet cumulé de la coordination locale et de la réactivité accrue. Cette deuxième scène rappelait que la souveraineté n'était pas un concept abstrait, mais une expérience vécue par les unités déployées. Ces deux cas initiaux ont façonné une conviction discrète. L'alliance sahélienne n'était plus théorique, elle fonctionnait opérationnellement. Les soldats parlaient d'une action qui leur appartenait, d'une marge de décision qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Le changement s'inscrivait donc autant dans les outils que dans la posture mentale. Avant l'aube du 4 octobre 2025, l'équilibre du Sahel restait prisonnier de procédés lents et dépendants. Après 4h30, l'architecture régionale s'est retournée. Les premiers drones sahéliens, guidés par des réseaux autonomes, ont franchi le ciel désertique et ouvert une séquence qui bouleverserait la logique militaire de la région. Ibrahim Traoré, entouré des officiers maliens et nigériens, a donné son accord pour une opération sans supervision extérieure. Un scénario impensable quelques années plus tôt. Dans un camp isolé près de la frontière nigérienne, les écrans vacillaient, mais délivraient l'essentiel, 3 brèches dans les lignes. Dans les lignes adverses, les unités burkinabées ont avancé les premières, profitant de l'effet de surprise, né des frappes initiales. Quelques instants plus tard, les systèmes A5 ont détruit 2 relais de communication ennemis, paralysant la coordination adverse. Les motos armées, redoutées pour leur rapidité, se sont retrouvées piégées par une synchronisation qui n'existait pas auparavant. Les forces sahéliennes n'attendaient plus l'aval d'un centre étranger. Chaque décision venait du terrain, soutenue par des données construites dans la région. La montée en intensité a eu lieu entre Zosisizir et Onzozizur. Les drones assemblés à Bamako ont exécuté leurs trajectoires les plus risquées, pulvérisant des dépôts de carburant et coupant les lignes de repli. Les unités nigériennes ont avancé dans un mouvement compact, protégées par une observation continue. Les observateurs internationaux installés à Bamako et Niamey ont vu une alliance réputée fragile mener une manœuvre d'une précision inattendue. Les communications locales, longtemps perçues comme un handicap, devenaient l'élément déterminant. Pas de délai, pas de validation interminable, pas d'inertie diplomatique. En moins de 48 heures, plus de 120 positions ennemies ont été neutralisées sur près de 600 km. Le taux de perte civile restait sous 3%, un chiffre remarquable pour une opération si dense. Les systèmes sahéliens n'étaient plus des prototypes. Ils devenaient la clé de voûte d'une autonomie réelle. À la mi-journée du 5 octobre, l'ennemi n'existait plus que sous forme de petites cellules désorganisées. L'Alliance ne cherchait pas la prolongation, elle consolidait. Les troupes ont sécurisé les axes secondaires, rouvert des routes, escorté les premiers retours de villageois. Là où il fallait autrefois des structures étrangères pour stabiliser un secteur, les unités sahéliennes déployaient leurs propres moyens de contrôle. Les équipes techniques analysaient déjà les données collectées pour ajuster les opérations suivantes, preuve qu'un cycle décisionnel interne se renforçait. Ce qui frappait le plus n'était pas seulement la victoire militaire, mais le basculement psychologique. Pour la première fois, les soldats affirmaient qu'ils menaient leur guerre, selon leurs règles, sur leur terre. Le Sahel, longtemps soumis aux temporalités extérieures, retrouvait une capacité d'initiative. Cette séquence a imposé un constat clair. Une région donnée comme dépendante pouvait élaborer, exécuter et sécuriser une opération majeure sans assistance. Et ce constat redéfinissait silencieusement les équilibres politiques, militaires, et diplomatiques. La baseline était connue. Les opérations conduites avec appui extérieur prenaient souvent plusieurs semaines
avant d'atteindre un niveau d'efficacité minimal. La delta révélée par Tindiban fut radicale. L'Alliance des États du Sahel a réagi en 72 heures, réduisant presque par 4 le délai généralement observé dans les missions étrangères. Ce raccourcissement n'était pas seulement un exploit tactique, il incarnait un nouveau mode de gestion, où la décision locale remplaçait les validations multiples. Cette vitesse, inattendue pour les observateurs internationaux, constituait le premier pivot du changement stratégique porté par Ibrahim Traoré. En moins de 48 heures, plus de 120 positions ennemies ont été neutralisées. La coordination régionale a éliminé les délais diplomatiques habituels entre partenaires extérieurs. Cette rapidité démontrait que la fragmentation des chaînes de commandement était l'un des principaux obstacles des opérations précédentes. En réorientant toutes les décisions vers des centres locaux, l'Alliance sahélienne a transformé une contrainte en atout, montrant qu'une structure légère pouvait surpasser des dispositifs plus lourds. Le taux de pertes civiles est resté sous 3%, selon des observateurs indépendants à Bamako et Niamey. L'usage ciblé des drones sahéliens a réduit l'exposition des zones habitées. Ce résultat témoignait de l'adaptation fine des technologies locales au relief et aux distances sahéliennes. Contrairement aux systèmes importés, souvent calibrés pour d'autres environnements, les drones régionaux intégraient des paramètres propres au terrain désertique. Près de 600 km ont été stabilisés durant l'opération. La mobilité des unités mixtes a permis une couverture simultanée très efficace. Cette étendue soulignait l'importance de la complémentarité entre les forces burkinabè, maliennes et nigériennes. Elle révélait également un changement d'échelle. L'Alliance n'agissait plus en réaction, mais en expansion contrôlée. Ces trois données, vitesse, précision civile, surface stabilisée, formaient l'architecture quantitative de Tindiban. Elles confirmaient que l'opération n'était ni improvisée, ni tributaire d'un soutien extérieur. Elle reposait sur une méthode propre, construite au fil d'années d'échecs, accumulés et transformés en apprentissage. Les chiffres ne disaient pas tout, mais ils montraient une ligne claire. Quand l'action se recentre sur les ressources locales, l'efficacité augmente. Ibrahim Traoré apparaissait ici non comme un commandant solitaire, mais comme un coordonnateur d'une vision collective, celle d'un Sahel capable de redéfinir ses priorités sans importer une doctrine étrangère. La stratégie chiffrée de Tindiban en était la démonstration la plus nette. Au fond, une question restait ouverte. Si cette méthode permettait d'obtenir tant en si peu de temps, jusqu'où pourrait aller une région qui s'appuie sur ses propres forces? Les critiques de l'opération Tindiban rappellent deux inquiétudes majeures. La première concerne le risque d'une militarisation durable du Sahel. Selon eux, une victoire obtenue rapidement pourrait pousser les dirigeants à privilégier les solutions armées au détriment des réformes civiles. Ils redoutent que cette dynamique concentre trop de pouvoir entre les mains des forces militaires et limite la capacité des institutions à jouer leur rôle d'équilibre. Cette inquiétude s'appuie sur plusieurs précédents africains où des succès tactiques ont parfois été suivis de dérives politiques. L'autre thèse insiste sur la fragilité potentielle de l'Alliance des États du Sahel. Les opposants estiment que les divergences internes entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger pourraient ressurgir une fois l'urgence passée. Ils soutiennent que les intérêts nationaux, souvent différents, risquent de fissurer une coordination qui, pour l'instant, semble solide. À leurs yeux, la cohésion visible sur le terrain ne garantit pas une stabilité durable si les tensions politiques réapparaissent. La réponse à ces deux critiques se trouve toutefois dans les éléments observés durant Tindiban. L'intervention étrangère, dominante pendant plus d'une décennie, n'a jamais réussi à instaurer une stabilité durable. Villages en ruine, lenteur des déploiements, dépendance structurelle. À l'inverse, l'Alliance sahélienne a réduit les délais d'action à 72 heures, contenu les pertes civiles à 3% et stabilisé près de 600 km en autonomie complète. Ces chiffres indiquent qu'un modèle local peut produire de meilleurs résultats
sans pour autant entraîner mécaniquement une dérive autoritaire. Quant aux divergences internes, elles n'ont pas empêché la mise en œuvre d'une coordination tactique précise. Drones produits localement, réseaux de communication autonomes, décisions validées directement sur le terrain. Cette logique pragmatique, fondée sur le besoin immédiat de sécurité, a prouvé qu'une coopération pouvait fonctionner même en présence de dynamiques politiques distinctes. Ainsi, les critiques soulèvent au cœur des questions légitimes, mais les données issues de Tindiban montrent une alternative solide. Un modèle où l'autonomie ne rime ni avec isolement, ni avec militarisation, mais avec un recentrage sur les capacités locales. Une bascule apparaît soudain. Au cœur de l'offensive, un détail longtemps relégué au second plan a pris une importance décisive. La technologie sahélienne n'était plus un projet en devenir, mais un outil opérationnel à part entière. Les premiers vols complexes réalisés par les drones régionaux ont montré que l'autonomie technique n'était plus un idéal, mais une capacité mesurable, reproductible, efficace. Ibrahim Traoré et les officiers alliés ont rapidement compris ce renversement. L'Alliance ne s'appuyait plus sur des systèmes importés et ajustés après coup. Elle imposait désormais ses propres paramètres tactiques. Cette inversion silencieuse transformait la manière d'envisager le champ de bataille. Les unités voyaient plus loin, réagissaient plus vite, corrigeaient les trajectoires sans dépendre d'un centre extérieur. Dans cette nouvelle configuration, le Sahel cessait de suivre un tempo imposé pour dicter son propre rythme. L'ennemi devenait prévisible et l'initiative changeait de camp. La révélation du point central tenait précisément dans cette évidence. L'autonomie n'était plus expérimentale, elle était devenue un levier direct d'efficacité. Les retombées de l'opération Tindiban ne se sont pas limitées aux cartes d'état-major. Elles ont modifié la vie quotidienne de 4 cercles essentiels: les populations sahéliennes, NN, les acteurs économiques locaux, DN, les institutions nationales, ND, et les partenaires extérieurs, KAV. Chacun a ressenti différemment l'effet d'une offensive conçue et exécutée localement, sous une coordination à laquelle Ibrahim Traoré a donné une cohérence stratégique. Dans les villages du Burkina Faso, du Mali et du Niger, les premiers signes de changement ont été tangibles. Les familles déplacées, jusque-là retenues par la peur, ont commencé à revenir dans leur localité. Les marchés, abandonnés depuis des mois, ont rouvert progressivement, et les routes sablonneuses, autrefois désertes, ont retrouvé un minimum de mouvement. Les habitants parlaient d'un souffle nouveau, une sécurité perçue comme proche, générée par des unités locales plutôt que par des contingents étrangers. La victoire n'était pas seulement militaire, elle avait restauré un sentiment de dignité. Du côté des petites filières agricoles et commerciales, l'impact s'est manifesté dans les flux de circulation. Les convois empruntant les routes secondaires, autrefois paralysées, traversaient donc désormais les zones sécurisées avec moins de risques. Les coûts logistiques diminuaient, les pertes liées aux embuscades reculaient, et les échanges transfrontaliers reprenaient doucement. Les commerçants ont observé une hausse du trafic local, signe que l'activité reprenait par sa base plutôt que par de grands programmes financés de l'extérieur. Cette reprise restait fragile, mais elle constituait un changement notable après des années d'incertitude. Pour les autorités étatiques, Tindiban a servi de test grandeur nature. Une opération entièrement coordonnée depuis la région pouvait surpasser les dispositifs extérieurs. Les états-majors ont constaté une montée en compétences réelles, portée par les technologies locales et une chaîne décisionnelle plus directe. Les administrations civiles ont pu initier la réhabilitation de services locaux, eau, sécurité de proximité, gestion des axes. Cette dynamique consolidait l'image d'un leadership régional, où la cohérence politique et la souveraineté avaient un contenu opérationnel concret, renforçant la stature d'Ibrahim Traoré dans l'espace sahélien. À l'international, la surprise fut manifeste. Plusieurs capitales, habituées à considérer le Sahel comme dépendant, ont dû revoir leurs analyses. Les sanctions ont commencé à être réévaluées,
Les rapports militaires soulignaient la précision de l'offensive, et certaines chancelleries admettaient, souvent en privé, que les approches étrangères avaient échoué là où la coordination locale avait réussi. Tindiban devenait ainsi une étude de cas sur l'autonomie, un modèle que d'autres régions suivaient de près. L'ensemble de ces conséquences dessinait une conclusion centrale. Le Sahel, longtemps perçu comme un espace vulnérable, démontrait qu'il pouvait agir, stabiliser et reconstruire en s'appuyant sur ses propres forces, et cela redéfinissait le paysage géopolitique régional. 3 trajectoires émergent pour les mois à venir, chacune issue des dynamiques enclenchées depuis Tindiban. Elles ne prétendent pas prédire l'avenir, mais dessinent 3 chemins possibles que le Sahel pourrait emprunter selon la cohésion politique, la stabilité sécuritaire et la capacité à maintenir l'autonomie opérationnelle acquise récemment. Dans cette option, l'Alliance des États lissés du Sahel maintient sa cohésion actuelle. Les forces burkinabées, maliennes et nigériennes poursuivent la stabilisation des zones sécurisées, étendant progressivement leur périmètre. Les réseaux de communication locaux gagnent en fiabilité, permettant un suivi plus constant des menaces. Les partenaires internationaux ajustent leur position, certains assouplissant sanctions ou restrictions, d'autres privilégiant des coopérations techniques limitées. La région avance lentement, mais sans rupture, capitalisant sur les acquis de Tindiban. Ici, la dynamique dépasse les frontières immédiates. Les résultats de Tindiban inspirent d'autres pays africains à renforcer leur autonomie stratégique. Mutualisation des technologies, partage d'expertise sur les drones locaux, sécurisation coordonnée des zones frontalières. De nouvelles coopérations sud-sud apparaissent, notamment dans les domaines numériques et agricoles. Sur le plan diplomatique, plusieurs puissances extérieures réévaluent leurs approches, reconnaissant que la stabilité peut émerger de stratégies endogènes. Le Sahel devient un pôle régional d'autonomie en construction. Dans la version défavorable, les divergences internes entre les 3 États prennent le pas sur la coopération. Les structures techniques sont mal entretenues, les réseaux locaux se dégradent, les unités sur le terrain peinent à synchroniser leurs actions. Les tensions politiques alimentent des campagnes de désinformation qui fragilisent la cohésion. Les partenaires extérieurs réintroduisent progressivement leurs propres programmes, recréant les dépendances anciennes. Les acquis de Tindiban s'effritent, laissant la région entre stagnation et retour au cycle antérieur. Pour interpréter ces 3 scénarios, une posture est essentielle. Penser en conditions plutôt qu'en certitude. Le Sahel évolue dans un environnement instable. Analyser les signaux faibles sans surinterpréter les tendances permet de garder la lucidité nécessaire pour comprendre les mois à venir. Pour comprendre la portée réelle de Tindiban, il faut aussi observer comment ces effets résonnent chez 3 catégories de publics. Ceux qui suivent l'actualité africaine pour le premier groupe, ceux qui s'intéressent aux questions de souveraineté et de sécurité pour le deuxième groupe, et enfin ceux qui cherchent des repères pour analyser des transformations géopolitiques plus larges pour le troisième groupe. Chacun y trouve une lecture différente, mais complémentaire. Dans le groupe A, les spectateurs habitués aux récits de crise voient apparaître un contre-exemple rare. Une région qui regagne de l'initiative. Les informations venues du terrain, retour de population, réouverture de routes, coordination régionale, donnent une image moins figée du Sahel. Cette évolution nourrit une forme de curiosité nouvelle. Comment une zone longtemps perçue comme dépendante peut-elle transformer ses capacités locales en résultats mesurables? Pour le groupe B, les enjeux de souveraineté sont centraux. L'offensive menée en autonomie interroge la manière dont les États africains peuvent remodeler leur sécurité sans reproduire les schémas extérieurs. Les données issues de Tindiban, réduction du temps de réaction, pertes civiles limitées, optimisation des moyens locaux, alimentent des réflexions structurelles sur les conditions nécessaires à la maîtrise de leur propre environnement stratégique. Le groupe C, quant à lui, cherche des cadres d'analyse plus globaux.
Tindiban devient alors un cas d'école. Un exemple qui permet de réfléchir à la capacité d'un ensemble régional à redéfinir ses rapports avec des partenaires extérieurs. Cette perspective dépasse le Sahel et touche d'autres régions soucieuses d'équilibrer coopération internationale et autonomie. En somme, l'opération ouvre plusieurs portes d'interprétation, offrant à chaque groupe un angle pour comprendre comment une région peut reprendre la main sur son destin immédiat. Pour assurer la continuité des acquis de Tindiban, une feuille de route structurée en 5 étapes se dessine à partir des dynamiques déjà visibles sur le terrain. Elle ne repose pas sur des annonces théoriques, mais sur les pratiques observées depuis l'offensive et sur les orientations affirmées par Ibrahim Traoré dans sa vision régionale. La création d'académies militaires partagées entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger permettrait d'unifier les méthodes, d'améliorer la lecture du terrain et de consolider une culture stratégique régionale. Cette formation viserait autant les officiers que les unités tactiques. Transformer certaines zones sécurisées en axes de mobilité pour les villageois, les commerçants et les services de base garantirait une continuité entre réussite militaire et bénéfices civils. Cette stabilisation donnerait aux populations un ancrage concret de la souveraineté retrouvée. Les drones et réseaux sahéliens doivent évoluer pour rester adaptés aux besoins du terrain. Le renforcement de la production locale, soutenu par des équipes techniques régionales, encouragerait une montée en compétences durables. La coopération ne peut se limiter aux forces armées. Des programmes de mobilité civile, santé, agriculture, éducation, renforcerait la fête et la cohésion entre les 3 pays et réduirait les méfiances frontalières héritées de décennies d'instabilité. La création d'un conseil permanent de l'AES assurerait la continuité des décisions, la gestion des crises et le suivi des projets structurants. Cette instance deviendrait un outil opérationnel pour stabiliser les avancées de Tindiban dans la durée. Cette feuille de route ne prétend pas résoudre toutes les incertitudes, mais elle offre une trajectoire réaliste pour transformer une victoire ponctuelle en dynamique régionelle. Le retour sur le terrain quelques semaines après l'offensive a ravivé une image déjà présente dans les premiers microcas, celle d'unités sahéliennes opérant avec leurs propres moyens, là où autrefois elles attendaient des directives venues de loin. Cette scène, rappelant les avant-postes évoqués plus tôt, symbolisait la transition d'une région passant de la dépendance à la maîtrise progressive de son environnement. Dans cet espace désertique, les traces laissées par l'opération Tindiban formaient une sorte de mémoire collective. Postes avancés renforcés, routes rouvertes, signaux techniques encore actifs. Ibrahim Traoré, selon plusieurs témoignages militaires, s'y serait rendu brièvement pour observer en silence les lieux où les premières décisions locales avaient été validées. La symbolique n'était pas spectaculaire, elle traduisait une compréhension simple mais profonde. Ce sont les terrains modestes qui racontent les mutations les plus durables. Les soldats présents sur ces positions parlaient d'une forme de continuité, d'un sentiment de reprendre enfin la main sur ce qui leur avait longtemps échappé. Le mouvement enclenché par Tindiban n'était pas une rupture abrupte, mais une montée en conscience, une manière de voir autrement les ressources, les responsabilités et l'avenir. La souveraineté commence toujours sur un terrain concret. Dans le sillage de Tindiban, une question demeure ouverte. Comment une région peut-elle transformer une victoire ponctuelle en dynamique durable sans retomber dans les schémas anciens ? Les habitants du Sahel ne demandent pas des miracles, mais une continuité, routes utilisables, sécurité prévisible, espace où les initiatives locales peuvent grandir sans être interrompues. Cette attente, discrète mais profondément ancrée, façonne la manière dont l'avenir devra être pensé. La trajectoire engagée montre qu'un territoire peut évoluer lorsqu'il s'appuie sur ses propres ressources et ses propres décisions. Elle indique aussi que la stabilité ne se construit pas uniquement dans les états-majors, mais dans la manière dont les communautés vivent le quotidien qui suit une opération majeure. Le Sahel n'est ni un modèle figé ni un contre-modèle. Il devient un espace d'expérimentation qui oblige chacun à reconsidérer ce que signifie réellement
prendre part à son avenir. À ce stade, la question essentielle revient vers chacun.